c'est on partage le document. Alors, c'est bon. Est-ce que le document est partagé? Oui, monsieur. Alors voilà, je vais vous envoyer, bon, j'ai plusieurs morceaux de cours, alors cette fois-ci, je vais vous envoyer l'ensemble, comme ça, vous aurez le temps de réviser, d'être opposé. Donc, le document, celui que je viens d'ouvrir tout de suite, il comprend pratiquement tout. Bien. Pour aller plus vite, euh, on a déjà commencé, on a déjà entamé la structure juridique de la loi de finances. Et nous avons parlé essentiellement, nous avons présenté première partie, je pense. Hein, au niveau de la première partie, si vous vous rappelez bien, on avait même ouvert le bulletin officiel. Nous avons vu un petit peu les titres des parties et les sous-titres. Je vais vous rappeler quelques petites notions rapidement. Un, la première partie, c'est-à-dire quand je parle de première partie et de deuxième partie, il s'agit essentiellement de structure juridique, n'est-ce pas? Et la première partie, elle arrête les données générales de l'équilibre financier, n'est-ce pas? Et au niveau de la première partie, on ne voit pas du tout le détail des dépenses. Par contre, tout ce qui concerne les recettes, que ce soit recettes fiscales ou recettes non fiscales, tout ce qui concerne les comptes extra-budgétaires, les mesures douanières, les grandes catégories de dépenses, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses au titre de la dette vont être consignées au niveau de cette première partie qui s'achève avec un tableau de synthèse, n'est-ce pas? Avec un tableau de synthèse. Et je pense qu'on a résumé ce tableau de synthèse en parlant des différents soldes au niveau de ce tableau. Bon, dans ce tableau, vous voyez qu'il y a les recettes, n'est-ce pas? Et qu'il y a les dépenses, mais il s'agit seulement des grandes catégories de dépenses, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement, les dépenses au titre de la dette. Bien sûr, au niveau du tableau, on parle de dépenses ordinaires qui sont composées de dépenses de fonctionnement et des dépenses au titre des intérêts de la dette. Et vous avez les dépenses d'investissement et les dépenses au titre de la dette. Mais au niveau des soldes, alors le solde, il y a un solde ordinaire, n'est-ce pas? Il y a le solde ordinaire. Alors le solde ordinaire qui n'est autre que la différence entre, je dirais, les dépenses, les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires. Les recettes ordinaires elles-mêmes sont constituées de recettes fiscales et de recettes non fiscales. Et les dépenses ordinaires qui sont constituées, telles que vues au niveau du bulletin officiel, hein, des dépenses de fonctionnement augmentées des intérêts de la dette. Voilà pour le solde ordinaire qui constitue, si vous vous rappelez, c'est un concept très très important pour nous. Vous pouvez me dire un petit peu de quoi il s'agit, ce solde ordinaire? Alors, je vais toujours faire fonctionner ma partie, je dirais, réponse-question, question-réponse plutôt, au niveau des sondages. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a, je veux juste le oui et le non. Bon, la question, le solde ordinaire. Alors, ces points d'interrogation pas formulés, c'est quoi? C'est, ça va mettre, alors, c'est recette globale moins dépenses globales.
c'est recettes ordinaires moins dépenses globales. C'est recettes ordinaires moins dépenses ordinaires. C'est épargne publique. Et c'est le solde pour le solde. Ah, c'est pour. Voilà, je lance. Il y a plusieurs réponses là-dedans. Il faut cocher les réponses justes, c'est-à-dire vous avez un, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Vous avez A, B, C, D, E. Donc vous cochez les réponses justes. Donc vous répondez par exemple. Monsieur, Oui, je vous écoute. euh, on n'a pas le droit de cocher plus d'une question, un sondage. Ah bon? Oui, monsieur. Voilà, dans ce cas-là, je vais inverser la question. Je vais enlever une. Vous avez la globale, dépenses globales, recettes ordinaires, dépenses, épargne publique. Et il y a une autre, moi je travaille sur une autre plateforme où il y a la possibilité d'avoir la réponse binaire. Oui, non. Ici, ça n'existe pas. Bon, je vais enlever quelque chose. Bon, on va enlever la première. OK? Alors, on va enlever la première, il restera recette ordinaire moins dépenses globales, recette ordinaire moins dépenses ordinaires, épargne publique, solde courant. Et vous allez me cocher juste la réponse, l'intrus, c'est-à-dire la réponse qui n'est pas juste, qui est erronée. Cochez juste la réponse erronée. Enlevez la première question. La première question, il n'existe pas. J'ai dit cocher la réponse erronée. Alors, bah, juste 6 votes. 7 votes, 8, 9, 9, 10. Vous êtes ici 33. Dix votes sur 33, c'est pas bon. Bien. Donc voilà, je vais donner un petit temps. Donc vous avez 10, 13, 14, 13 votes. Alors écoutez, j'ai dit il faut cocher l'intrus. Alors, maintenant on va répondre oralement. L'intrus ici, d'après ce que je vois, d'après les 10 votes, c'est recette ordinaire moins dépenses globales. Effectivement, parce que recette ordinaire moins dépenses globales, ça me donne, d'après les statistiques du Trésor, ça me donne le déficit global. Par contre, lorsque vous cochez les autres, enfin, vous laissez les autres sans les cocher, l'épargne publique, c'est juste. Hein, l'épargne publique, c'est comme le solde courant. Les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires, c'est juste. N'est-ce pas? Alors, ce qui est faux, c'est essentiellement les recettes ordinaires moins les dépenses globales. Et imaginons qu'il y avait aussi la première question.
recette globale moins dépenses globales, c'est faux. Donc, les soldes ordinaires, c'est quoi? Ça correspond, le solde ordinaire, comme je l'ai dit, ça correspond à recette ordinaire moins dépenses ordinaires. Ça correspond à la définition de l'épargne publique. Ça correspond à la définition du solde courant, n'est-ce pas? Mais les choses qu'il faudrait rejeter, ou les réponses à rejeter, ou l'intrus, ici, c'est les recettes ordinaires moins les dépenses globales. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Alors maintenant, je vais y aller beaucoup plus. Quelle est la signification économique? Quelle est la signification économique? Cette fois-ci, pas seulement une définition. Je veux la signification économique d'un solde courant d'une épargne publique, que j'appelle indifféremment épargne publique. Solde courant, solde ordinaire, épargne publique, c'est la même appellation. Quel est le sens économique? Vous avez la fonction lever la main, vous avez la fonction chat, vous pouvez travailler comme vous voulez. Pour la fonction lever la main, personne ne lève la main. Oui, c'est Hajar Montasser. À vous la parole, mademoiselle Hajar. Monsieur, l'État arrive à dégager des épargnes publiques? L'État arrive à dégager de l'épargne publique. Oui, monsieur. Mais quelle est la signification économique? Ça veut dire quoi cette épargne publique? Essayons d'aller par. Que, Oui, que les recettes dépassent les dépenses. les dépenses ordinaires dépassent les recettes. Voilà, les recettes ordinaires plutôt. Les recettes ordinaires dépassent les dépenses ordinaires. On a réalisé une épargne. Ça veut dire quoi? Que je finance, que l'État peut financer ses dépenses de fonctionnement, n'est-ce pas? Et ses dépenses au titre de l'intérêt de la dette par de la fiscalité, n'est-ce pas? De la recette fiscale et recettes non fiscales. C'est-à-dire un financement sain. Vous avez compris ce que j'ai dit? Un financement sain. C'est un financement correct, puisque je finance le fonctionnement et l'intérêt de la dette par des recettes qui sont ordinaires, qui ne sont pas extraordinaires. Par deux, donc lorsque je dégage une épargne publique, ça veut dire une fois payé les fonctionnaires, c'est-à-dire le fonctionnement, une fois payé les dépenses de fonctionnement et les intérêts de la dette par mes recettes fiscales et non fiscales, je dégage un surplus. Et ce surplus va me servir à financer, va servir à financer quoi ce surplus? Levez la main, s'il vous plaît. Le surplus dont je viens de parler, il va financer quoi? J'ai peur qu'il faudrait généralement une petite réaction de votre part, comme ça je saurai. Est-ce que vous avez compris, oui ou non? Alors, je répète, lorsque l'État, ses dépenses de fonctionnement, ok, lorsque l'État arrive à payer ses fonctionnaires, le matériel, l'entretien, c'est-à-dire le fonctionnement, il arrive à payer les intérêts de la dette par ses propres ressources. Les propres ressources, c'est quoi? C'est les recettes fiscales et non fiscales. Donc, il lui reste un surplus. Il lui reste un surplus. Alors, à quoi? Voilà. Sarah Abara, elle m'a donné la bonne réponse. Fadela, oui, Fadela? Monsieur, ça va investir et à investir dans les dépenses d'investissement. Absolument. Juste. Fadela et Abara aussi. Effectivement, ce surplus va servir à financer les dépenses d'investissement. Ça, c'est important.
Alors, imaginez le cas contraire. Imaginez une désépargne. C'est-à-dire que finalement, les recettes ordinaires n'arrivent pas à financer les dépenses ordinaires. C'est-à-dire que les recettes fiscales et les recettes non fiscales n'arrivent pas à financer les dépenses de fonctionnement augmentées des intérêts de la dette. Alors, nous sommes dans quelle situation? Déficitaire, oui. On est dans une désépargne, puisque c'est une désépargne. Attendez là, vous avez toujours la main levée? Oui, c'est un déficit budgétaire, monsieur. Oui, c'est un déficit. Ce n'est pas un déficit budgétaire, c'est un déficit ordinaire. C'est un solde ordinaire négatif. Parce que, attention, le déficit budgétaire, on va le voir. C'est un solde ordinaire, c'est-à-dire que l'État n'arrive pas à dégager l'épargne. L'État n'a pas dégagé l'épargne publique, oui. L'État n'a pas dégagé. Donc, oui, quelqu'un, c'est Hajar qui a parlé? Situation d'endettement. Oui, c'est-à-dire l'État va recourir à l'endettement. Et il va recourir à l'endettement pour faire quoi? Hajar, ta main est levée. Afin de payer, oui, monsieur, afin de payer les fonctionnaires et tout. Absolument, absolument. C'est-à-dire que l'État va y aller, va être obligé plutôt d'aller au marché de la dette, hein, pour lever des emprunts et pour emprunter, pour financer quoi? Financer les salaires des fonctionnaires, l'entretien et payer les intérêts de la dette. C'est pas normal. Ça, c'est interdit selon les principes de la gestion saine des finances publiques, selon les principes de la gestion saine des finances publiques, c'est interdit. C'est un grand sans interdit. Il y a une règle qu'on appelle communément en matière de finances publiques la règle d'or. Hein, oui, absolument, j'ai vu votre réponse, mademoiselle, la règle d'or. Et cette règle d'or veut dire, oui, je vous écoute. Qu'est-ce qu'elle annonce comme principe, cette règle d'or? Est-ce que cette règle dit la chose suivante? Est-ce qu'elle dit qu'il est possible de financer les dépenses courtes par, je dirais, des ressources longues? Hajar, vous avez la parole? La main est levée. Non, monsieur, la main est restée. Ah, pour moi, je vois votre main. Elle est levée. Bon. Alors, Nora, Mati, strictement interdit, hein, c'est strictement interdit de la phrase, strictement interdit de financer le solde ordinaire par l'endettement. Oui, c'est une règle d'or. Elle est appliquée, elle a été imaginée au niveau de la Grande-Bretagne. C'est un grand principe de finances publiques actuellement. Donc, je pense que vous avez compris, le solde ordinaire doit être positif. Alors, s'il n'est pas positif, ça veut dire qu'il y a un petit problème, enfin, pas un gros problème au niveau des finances publiques. Alors, cette année, est-ce que vous avez vu le bulletin officiel de cette année? L'autre fois, on l'a passé en rose bleu. Est-ce que le solde ordinaire de cette année, de l'année 2021, est-ce qu'il est positif ou négatif? Je suis tout oui. Levez la main. Est-ce qu'il est positif ou négatif, le solde ordinaire de cette année, de l'année 2021, de la loi de finances pour l'année 2021? Monsieur, il est négatif. Il est négatif, hein, comme vous le savez, oui, mademoiselle Ilham aussi. Pourquoi il est négatif? D'après vous, pourquoi cette année il est négatif? Monsieur, c'est une année exceptionnelle due au Année coronavirus. exceptionnelle, vous avez raison, mademoiselle. S'il vous plaît, la prochaine fois quand vous prenez la parole, comme ça je vois un petit peu les noms, ça me reste
au niveau de la tête. Et donc, pour moi, c'est important. Quand vous levez la main, ça me permet de visualiser un peu qui c'est qui parle. Je pense que c'est Adela qui a parlé, n'est-ce pas? Non, monsieur, c'est moi, c'est Hajar. Ah, ok. Bien, merci. Alors, oui, donc on le sait maintenant que c'est une situation exceptionnelle, l'année 21, bon, ensuite la pandémie, etc. Mais dans l'histoire des finances publiques au Maroc, il y a un précédent. Lequel? Dans l'histoire de l'économie marocaine, lorsqu'on regarde dans le rétroproviseur, donc dans le rétro, on se rend compte que ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez du programme d'ajustement, enfin, vous vous rappelez, est-ce que vous avez déjà vu dans vos cours le programme d'ajustement structurel? Yes. Oui, monsieur. Oui. Alors, le programme d'ajustement structurel, c'était entre quelle année et quelle année? Entre, pour ne pas perdre de temps, on va dire entre 82, entre les années, début 80, les années 80, c'est 81, Monsieur, 82. Oui, c'est entre 1980 et 1993. ouais, la fin, c'était 92. C'est vrai, début 93. Vous avez raison. Excellent. Eh bien, de 1980, 81, 82 jusqu'à 86, le solde ordinaire était négatif. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi les instances internationales étaient obligées d'intervenir au niveau de l'économie marocaine, parce que l'économie marocaine était au bord du suicide. Et euh, je me rappelle bien, les années 80 jusqu'à 90, on avait fermé les robinets au niveau du budget, puisqu'il n'y avait plus aucun recrutement. Hein, pas de recrutement, baisse de la compensation, les salaires étaient figés, etc., parce qu'il fallait retourner à la situation d'équilibre. Donc, lorsqu'on revisite l'histoire de l'économie marocaine, il faut avoir présent à l'esprit qu'il y a un précédent, et le précédent, c'est au niveau de la décennie d'ajustement. La décennie d'ajustement, où de 80 à 86, on avait bien assisté à des soldes ordinaires négatifs. Et c'est pour cela que les instances internationales ont conditionné leur aide en imposant de l'austérité budgétaire. De l'austérité budgétaire. Voilà, c'était une grande parenthèse qui est en relation avec la culture économique générale. Donc, le solde ordinaire est un concept très important. C'est un concept, il ne faudrait pas seulement apprendre que c'est recettes ordinaires, moins dépenses ordinaires. Hein? Il ne suffit pas de nous dire ça, mais il faut aussi nous expliquer pourquoi c'est un solde ordinaire et pourquoi, économiquement parlant, il est important pour un État de dégager une épargne publique. Parce que seule l'épargne publique consistante peut financer sainement les dépenses d'investissement. Voilà, je termine ce point. Le deuxième solde que nous avons vu, si vous vous rappelez bien, quelqu'un peut me dire c'est quoi le second solde? Solde de budget. Oui, c'est le solde du budget général, n'est-ce pas? Oui, Enfin, monsieur. euh, vous avez devant vous le bulletin officiel? Non? L'autre fois, on l'avait téléchargé. Oui, monsieur. Alors, regardez. Oui. Alors, si vous avez, ouvrez le solde et allez-y au tableau de synthèse, n'est-ce pas? Allez-y au tableau de synthèse. Alors là, je vais revenir en arrière. Je pense que je l'ai ici.
voyez le tableau de synthèse. Voilà. Que je sais pas, c'est. Oui. Bien. Voilà le solde ordinaire. On l'a vu, il est négatif. Moins 25, 832. Alors, lorsqu'on prend le solde ordinaire et on retranche de ce solde ordinaire les dépenses d'investissement, nous avons le solde du budget général, comme je l'ai dit. Le solde du BG, hein, le budget général, bien sûr, hors produit d'emprunt à moyen et à long terme, enfin, produit des emprunts, et hors aussi amortissement de la dette à moyen et à long terme. Donc, vous notez bien, ça c'est important, je le dis, je le répète, hein, c'est important. Nous avons le premier solde, c'est le solde ordinaire. Le deuxième solde, c'est le solde du budget, n'est-ce pas, en général, non compris les emprunts et non compris aussi l'amortissement de la dette à moyen et à long terme. Ça, c'est le déficit global, n'est-ce pas? Donc, sur le déficit, on n'a pas encore pris en considération les comptes extra-budgétaires. Alors maintenant, je vais introduire les comptes extra-budgétaires après ce deuxième solde. Alors attention, les services de l'État gérés de manière autonome, les SIGMA, qu'on appelle les SIGMA, ont des, c'est des budgets en équilibre. Vous avez compris ce que j'ai dit? Regardez, s'il vous plaît. Alors, je partage avec vous le document, n'est-ce pas? C'est visible. Oui. Alors, regardez, vous avez combien au niveau des recettes et combien au niveau des dépenses? C'est les mêmes. 2 180, 2 milliards 185 et puis 2 milliards 185, ça veut dire que le solde est nul. Vous acquiescez, c'est ça, hein? Donc, vous avez bien constaté avec moi, c'est à l'œil nu, on peut le voir, le solde est nul. Et donc, il reste quoi? Il reste le solde des comptes spéciaux de trésor qui n'est pas nul. La plupart du temps, ce solde est excédentaire parce que c'est un solde pluriannuel. Par conséquent, si je prends en considération les deux soldes, le solde des Sigma qui est nul et le solde des comptes spéciaux de trésor, n'est-ce pas? Vous voyez avec moi les recettes. Les recettes des comptes spéciaux de trésor, c'est 94 milliards, etc. Alors que les dépenses, c'est 93 milliards, c'est-à-dire que c'est un solde qui est, excusez-moi, pardon, excusez-moi, c'est, allez-y, c'est, excusez-moi, désolé. Bien, c'est ça le défaut de travail chez soi. Bien, 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 j'étais en train d'expliquer l'introduction des comptes spéciaux du Trésor et les services de l'État gérés de manière autonome. Je vous ai dit que les services de l'État gérés de manière autonome étaient un budget équilibré parce qu'ils recevaient de toute façon, voilà, ils reçoivent les subventions de l'État. Hein, même quand il est déficitaire, on va l'équilibrer par une subvention. Et puis, vous avez les comptes spéciaux du Trésor, généralement, qui sont des comptes, la plupart du temps, excédentaires, étant donné leur pluriannualité. Donc, tout ça, ça va me donner quoi? Ça va me donner, lorsque j'introduis les comptes spéciaux du Trésor, ça va me donner le solde du budget de l'État. Donc, ce n'est pas le solde du budget général, c'est le solde du budget de l'État, n'est-ce pas? Or, toujours, non compris toujours, les emprunts et l'amortissement de la dette à moyen et à long terme. Alors, ça, c'est mon troisième solde. Et puis, les quatrième et les cinquième soldes, c'est des soldes importants puisque on va introduire je dirais, le financement, c'est-à-dire on va introduire d'abord le paiement du principal de la dette,
c'est-à-dire l'amortissement de la dette. On va amortir la dette. Et lorsqu'on va amortir la dette, on va obtenir plutôt les besoins bruts de financement du budget de l'État. Hein, brut, parce qu'on n'a pas encore pris en considération les recettes d'emprunt. Mais une fois qu'on va prendre les recettes d'emprunt, hein, c'est-à-dire on va ajouter les recettes d'emprunt puisque c'est les rentrées. Par contre, l'amortissement de la dette publique à moyen long terme, c'est une dépense, n'est-ce pas? C'est un paiement. Donc, l'amortissement de la dette va aggraver le solde du budget de l'État. Par contre, les recettes d'emprunt vont généralement atténuer le solde du budget de l'État. Alors, dans le premier cas, c'est-à-dire le cinquième solde, le quatrième solde plutôt, on parlera de besoins bruts de financement du budget de l'État. Et en dernier lieu, c'est-à-dire le cinquième, on parlera plutôt de besoins résiduels de financement du budget de l'État. La partie que je viens d'expliquer, ça s'appelle focus. Vous avez compris ce que je veux dire? Focus, c'est-à-dire à cibler, à targeter. C'est la partie qui est, je dirais, la plus importante et qui correspond un petit peu à ce qu'on fait en économie. Donc, vous devez bien la comprendre. Alors, je ferai un petit sondage rapidement. Je reviens au... Alors, pour les questions. Alors, alors la question serait le, les emprunts vont servir vont plutôt détériorer, détériorer vont détériorer le solde. Ah, il y a quelqu'un qui vient juste à la moitié du cours. Le budget de l'État. BE, c'est le budget de l'État. Alors, l'option 1, c'est oui. Vous allez me faire juste une réponse en termes de oui ou non. Hein. Oui. Option 2, non. Voilà. J'ai lancé le sondage. Donc, la question des emprunts, est-ce qu'ils vont détériorer le solde du budget de l'État? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, j'attends, vous êtes 38, j'attends votre réponse. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup de votes. Hein.
Alors pourquoi il y a un gros problème, c'est-à-dire que ce n'est pas compris, hein. Lorsque vous me dites que les emprunts, donc je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dessus, lorsque vous me dites que les emprunts vont détériorer le solde du budget de l'État, je suis tout à fait désolé, mais c'est faux. Les emprunts, ça, je stoppe le sondage, mais il y a un problème. Les emprunts, généralement, c'est des recettes, c'est des entrées d'argent, avec un plus. Donc, ça va non pas détériorer, mais ça va atténuer. Êtes-vous d'accord? Je vous écoute. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez compris la question que je dis? J'ai fait exprès de poser la question comme ça. J'ai dit, est-ce que les emprunts détériorent le sol, enfin, le budget de l'État, le budget de l'État? Ben non, parce que les emprunts, c'est une entrée d'argent. Donc, vous avez le budget de l'État qui est moins par exemple 100, et vous avez une entrée d'argent de 50. Et donc, le solde deviendra, je vous écoute. J'ai dit, je vous écoute. Positif? Non, pas positif. J'ai un solde négatif de 100. Voilà, il est un oui. Vous, j'ai un solde négatif de 100 et puis j'ai une entrée d'argent de 50. Donc, le solde a diminué de 100 à 50. C'est-à-dire, au lieu d'avoir moins 100, j'ai moins 50. Prenez, le solde du budget de l'État est égal à moins 100, si vous voulez comprendre. Le solde du budget de l'État est égal à moins 100. C'est un solde négatif. Les recettes d'emprunt sont de 80. Alors, le besoin résiduel est de, point d'interrogation, le besoin résiduel est de, je vous écoute, De 20. de 20, moins 20, bien entendu. C'est un besoin, puisque c'est un besoin, c'est pas la peine de dire moins, mais on peut dire 20, effectivement. Mais le résultat mathématique, algébrique, c'est moins 20. J'ai moins 100 plus 80, ça fait moins 20. Alors, si je veux parler en termes économiques, je dirais un besoin, le besoin est de 20. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Alors, maintenant, je reprends la question autrement. Je reprends d'une autre manière. Euh, Est-ce que l'amortissement de la dette, est-ce qu'il détériore le solde ou bien il atténue le solde? Alors, vous allez partir, s'il vous plaît, la partie sondage, et vous avez, je vais juste, là, tu comptes un peu de temps. Alors, euh, alors atténue ou, alors, vous allez mettre soit un, soit 2. Un, c'est atténue, et 2, c'est aggrave, ou bien détériore. OK. Donc, pour l'option, alors on va mettre atténue, et 1, on a 0, et aggrave, c'est binaire, hein, c'est 1. Donc, option 0,
option. Alors, je répète, parce que je ne l'ai pas écrit, mais vous l'avez compris. Est-ce que l'amortissement de la dette, est-ce qu'il atténue? S'il atténue, c'est 0. S'il aggrave, c'est 1. OK, répondez. Voilà, j'ai lancé. Vous avez compris, je répète la question. Si bon, l'amortissement de la dette, est-ce que ça atténue ou bien ça aggrave? Ça aggrave, c'est 1. Ça atténue, c'est 0. J'attends la réponse. Je n'ai que 3 réponses. Vous ne participez pas avec moi. Vous êtes une quarantaine d'étudiants et finalement, je n'ai que 10 ou bien 8, 9 qui participent. Là, c'est des questions que je pose à l'examen. Maintenant, comme l'examen, on nous donne juste 1 heure pour faire l'examen, je n'ai pas de choix. Je ne pose pas des questions de synthèse et des questions de rédaction et des questions. Je pose des questions comme ça. C'est des questions avec oui, non, avec des questions. Est-ce que vous avez compris le phénomène, oui ou non? C'est ça. Hein. On n'a pas le choix parce qu'avec 1 heure, on ne peut pas poser des questions, je dirais, de paragraphes, etc. Donc, j'ai 5 et 4, ça fait 9. 9 votes. 10 votes. Est-ce que vous croyez que je fais ça pour perdre du temps? J'ai tout de suite une vue lorsque je vois qu'il y a 7 votes qui me mettent un 0 et un vote qui me met, ou la 4 votes qui me mettent un 1. J'ai tout de suite une idée sur est-ce que vous avez compris ou vous ne l'avez pas compris. C'est même pas la peine de poser la question est-ce que vous avez compris, oui ou non. Alors écoutez, j'ai 13 votes. Je pense que vraiment, c'est désolant, mais à 41 étudiants, je n'ai que 13 votes, c'est pas normal. 16 votes. Alors, à 20 votes, je vais arrêter. À 20 votes, je vais arrêter, je vais vous dire pourquoi. Alors, 17 votes. Bien, alors, je vois qu'on n'est même pas arrivé à 20 votes. Alors, 10 votes mettent 0, c'est-à-dire atténus. Et 7 votes mettent le numéro 1, c'est-à-dire aggrave. Alors, ceux qui ont mis atténus, c'est-à-dire les 10 votes, c'est-à-dire la majorité n'a pas compris. L'amortissement de la dette, est-ce que c'est une dépense ou bien une recette? Je vous pose la question. L'amortissement de la dette, est-ce que c'est une dépense ou bien une recette? C'est une dépense. Donc, si c'est une dépense, elle va s'ajouter au déficit. Si elle s'ajoute au déficit, c'est-à-dire qu'elle atténue ou elle aggrave. Elle aggrave. Elle aggrave, bien entendu.
Donc, c'est généralement le 1 et non pas le 0. Donc, vous voyez, là, pour moi, quand je fais un sondage pareil, c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de participer au sondage, parce que ça me donne une idée. Est-ce que vous avez compris, oui ou non? Mais en plus, c'est un sondage qui est anonyme. Ben, on n'a rien à perdre. Bien, je continue. Euh, on était en train d'expliquer les niveaux de solde. Alors maintenant, écoutez, tout ce que je viens de dire, là, vous prenez vos stylos et vous allez noter là. Tout ce que je viens de dire, c'est une explication, hein, du cheminement des soldes à travers le tableau de synthèse. Le tableau de synthèse qui est au niveau de, je dirais, pas partie, mais je dirais le dernier titre de la première partie de la loi de finances. Le voie l'équilibre des ressources et des charges. Donc c'est là où il y a tout le processus de calcul des soldes. Maintenant, ça c'est d'un point de vue prévisionnel. Tout ce que nous avons vu est d'un point de vue prévisionnel. Ce que je suis en train d'expliquer là, ça n'existe pas dans les slides là. C'est des choses qui me permettent de voir est-ce qu'effectivement les étudiants assistent et est-ce qu'ils comprennent. Donc, c'est des explications que vous allez retrouver certainement au niveau de l'enregistrement, mais faites attention à ces explications. Tout ce que nous avons expliqué jusqu'à maintenant, c'est pour les lois de finances prévisionnelles, qu'elles ressortent au niveau du bulletin officiel. Maintenant, si l'on examine un peu la loi de finances réalisée et non pas prévisionnelle. La loi de finances réalisée, c'est celle qui est publiée par la direction du Trésor et des financements extérieurs, la DTFE, ce qu'on appelle la DTFE, la direction du Trésor et des finances extérieures, à travers ce qu'on appelle la situation des charges et ressources du Trésor, à travers un tableau qu'on appelle la situation des charges et ressources du Trésor. Alors, au niveau de cette situation des charges et ressources du Trésor, il faut souligner que les statistiques, ce sont des statistiques de réalisation et non pas des statistiques prévisionnelles. Et le solde budgétaire ici a une autre signification. Le solde global, notez bien le solde global, est égal au solde ordinaire moins pas le solde ordinaire, le solde global, le budget, le déficit global, notez s'il vous plaît plutôt, déficit global, est égal au solde ordinaire pas le solde ordinaire, excusez-moi, recette ordinaire, RO, 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 moins les dépenses globales, RO moins DG. RO moins DG. Ça, alors, vous remarquez avec moi que c'est tout à fait différent. Hein. Donc, je ne parle pas de solde ordinaire, je parle de déficit global. Et le déficit global, ce n'est pas les recettes globales moins les dépenses globales. Non, c'est les recettes ordinaires moins les dépenses globales. Et puis, au niveau de réalisation, il faudrait expliquer
qu'il y a il faut distinguer entre ce qu'on appelle des opérations budgétaires et des opérations financières. Des opérations budgétaires et des opérations financières. Alors, les opérations budgétaires, ce sont des opérations qui sont au-dessus de la ligne. Et les opérations financières ou bien les opérations de trésorerie, ce sont des opérations au-dessous de la ligne. Alors prenez s'il vous plaît une petite feuille et tracez une ligne au milieu. Un petit papier, tracez une ligne au milieu. Il y a les opérations au-dessus de la ligne et les opérations au-dessous de la ligne. Les opérations au-dessus de la ligne et les opérations au-dessous de la ligne. Au-dessus de la ligne, c'est les opérations budgétaires. Au-dessus de la ligne, c'est les opérations budgétaires. Et au-dessous de la ligne, c'est les opérations financières. OK? Oui, monsieur. Alors, les opérations budgétaires, ça nous permet de calculer le déficit global. Les opérations budgétaires débouchent sur le calcul du déficit global. Puisqu'on fait les recettes ordinaires, moins les dépenses globales, ça nous donne le déficit global. Donc, tout ce qui concerne les recettes fiscales, les recettes non fiscales, tout ce qui concerne les dépenses globales, c'est-à-dire dépenses ordinaires et dépenses d'investissement, n'est-ce pas? Et dépenses ordinaires et dépenses d'investissement sont au niveau des opérations budgétaires et ces opérations sont inscrites au-dessus de la ligne. Une fois qu'on a dégagé le déficit global, il faudrait bien le financer. Alors on passe à la deuxième, je dirais, moitié de la feuille, c'est-à-dire au-dessous de la ligne. Et à ce niveau-là, on va mettre le financement du déficit budgétaire. Comment on va financer le déficit budgétaire? On va le financer par de la dette intérieure et aussi par de la dette extérieure. L'endettement intérieur et l'endettement extérieur. Alors, je répète le raisonnement. On prend une feuille, on trace une ligne au milieu et au-dessus de la ligne, on écrira opération budgétaire. Et au niveau des opérations budgétaires, je mettrai recettes ordinaires moins dépenses globales égale déficit global. Recette ordinaire moins déficit global, moins recette ordinaire moins dépenses globales est égal à un déficit global. Et au-dessus, non, au-dessus, on a vu, au-dessus, c'est les opérations budgétaires, au-dessous maintenant de la ligne, comment financer ce déficit global? C'est le financement du déficit global. Comment on va le financer? Par du financement intérieur et du financement extérieur. Le financement intérieur, c'est l'endettement intérieur. Et le financement externe ou bien extérieur, c'est l'endettement extérieur. Ça, c'est globalement. Hein, globalement, schématiquement. Maintenant, si je prends le dessus de la ligne, et au niveau des dépenses, vous allez remarquer avec moi
qu'on ne comptabilise que les intérêts de la dette. Vous écrivez, nota bene, les intérêts de la dette sont comptabilisés au-dessus de la ligne. Les intérêts de la dette sont comptabilisés au-dessus de la ligne. Donc, les intérêts de la dette sont comptabilisés au-dessus de la dette. Dans quelle partie ils sont comptabilisés en fin de compte? Seulement les dépenses ordinaires. Mais on sait que les dépenses ordinaires, c'est les dépenses de fonctionnement plus augmenter les intérêts de la dette. Donc, les intérêts de la dette, c'est de la consommation. Et par conséquent, ils sont comptabilisés au niveau, je dirais, des dépenses ordinaires, c'est-à-dire au-dessus de la ligne. Mais alors, où est-ce qu'on comptabilise les amortissements, l'amortissement de la dette? Alors, attention, n'oubliez pas, nous sommes au niveau des réalisations et non pas des prévisions. C'est des statistiques du ministère des Finances, hein, à travers ce qu'on appelle la situation des charges et ressources du Trésor. Alors, l'amortissement de la dette, figurez-vous, on va prendre un exemple. Prenez exemple, endettement extérieur. Vous mettez endettement extérieur. Il y a deux types d'endettement. Il y a l'endettement extérieur et l'endettement intérieur. Mais si on explique l'endettement extérieur, on peut facilement expliquer l'endettement intérieur. L'endettement extérieur, vous allez mettre tirage, l'endettement extérieur, c'est tirage moins amortissement. Mettez entre parenthèses, tirage moins amortissement. Tirage moins amortissement. Ça veut dire quoi le tirage? Le tirage, c'est le nouveau emprunt. Et l'amortissement, avec le nouveau emprunt, on va payer, je dirais, le principal de la dette. Donc, on va y aller au marché international et on va s'endetter. Donc, c'est les recettes. Et avec ces recettes, on va payer, je dirais, le principal de la dette. Et ça va nous donner un flux net. Il va en résulter un flux net, positif ou négatif. Donc, il va en résulter. Oui, mademoiselle Fadela? Monsieur, c'est quoi le tirage? Le tirage, c'est les nouveaux emprunts. D'accord, Exemple, merci. on va y aller, l'État va y aller au marché international, marché financier international, il va emprunter. Hein, par exemple, auprès du marché financier international, que ce soit à Londres ou bien à Paris. Donc, l'État va lancer un emprunt. Et avec cet emprunt, il va, c'est des rentrées d'argent. Et avec cet emprunt, il va rembourser son ancienne dette, c'est-à-dire le principal. C'est pour ça que l'endettement extérieur, on l'écrit entre parenthèses, tirage moins amortissement égale flux net. Alors, le flux net, il peut être positif ou négatif. Alors, dans quel cas il est positif? Quelqu'un peut m'expliquer dans quel cas où il est positif? Oui, Kenza? Vous êtes Kenza? Monsieur, c'est quand le tirage est plus intéressant que l'amortissement. Oui. Lorsque le tirage est supérieur, c'est-à-dire les nouveaux emprunts supérieurs à l'amortissement, je dégage un flux positif. Par contre, lorsque le cas contraire, c'est-à-dire que j'ai emprunté, ou l'État emprunte, et ça ne suffit pas pour payer le principal de la dette.
et par conséquent, j'aurai un flux négatif. Ce qui est mauvais. Tout à l'heure, on avait dit que le solde ordinaire ne pouvait pas être négatif, c'est interdit, n'est-ce pas? Eh bien, idem, ici, il faut que le flux net soit positif. Il ne peut pas être négatif. Si les flux sont négatifs, ça veut dire qu'il faudrait retrouver d'autres sources de financement. Je sais que c'est une des parties qui nous intéresse le plus parce qu'elle est économique. OK? Est-ce que Oui, quelqu'un monsieur. peut... Oui, je vous écoute. Non, je vous ai dit, monsieur, que c'était clair. C'était clair. Alors, s'il vous plaît, si quelqu'un peut, en quelques phrases, résumer, surtout la partie prévisionnelle, la partie plutôt réalisation. Juste un petit résumé. Oui. Qu'est-ce que vous avez compris par cette partie réalisation, c'est-à-dire statistique des finances publiques effectives, c'est-à-dire réalisées? Alors, je vais poser la question autrement, je vais passer au sondage. Je vais poser la question autrement. Bien. La comptabilité après, tout à l'heure, la comptabilité des intérêts de la dette. Alors, on va mettre option 1. Alors, au-dessus, c'est 0. Et au-dessous, c'est 1. Donc, vous avez compris? Je lance. Vous avez deux options. 0 et 1. Donc, si c'est comptabilisé au-dessus, c'est un 0. Si c'est comptabilisé au-dessous de la ligne, hein, quand je dis au-dessus, c'est au-dessus de la ligne, au-dessous de la ligne, n'est-ce pas? Voilà, j'ai lancé la comptabilité des intérêts de la dette. Est-ce qu'elle se fait au-dessus ou là, au-dessous de la ligne? Voilà, j'attends un petit moment. Bien, j'ai 11 votes. J'arrête avant.
que nous sommes une quarantaine, 42 étudiants. Bien, je reviens. Alors, 17 votes. Bien. Encore une minute. J'arrête. Je mets plutôt fin au sondage. Je vais vous montrer les résultats à tout le monde. Est-ce que sont visibles les résultats? Est-ce que vous les voyez? Non, monsieur. Non? Monsieur. Pourtant, Oui, j'ai monsieur. mis. Oui, monsieur. Oui, parce que j'ai mis montrer les résultats à tout le monde. Donc, vous avez 18 votes, comme vous le voyez, et vous avez 13 votes sur les 18 qui disent 0, c'est-à-dire au-dessus, et puis 5 votes quand même, hein, beaucoup, hein, 5 sur 18, c'est beaucoup, qui me disent non, c'est au-dessous. Et vous devinez avec moi que la réponse juste, c'est celle qui dit 0. 0, c'est-à-dire au-dessus de la ligne. Alors pourquoi c'est au-dessus de la ligne? Qui c'est qui peut m'expliquer? C'est absolument. Aya, c'est excellent, effectivement, parce que ce sont des dépenses, on les inscrit au niveau des dépenses ordinaires. Des dépenses ordinaires. Voilà la réponse juste. Alors maintenant, pourquoi, je pose une deuxième question, pourquoi l'amortissement de la dette est considéré comme une opération financière? Pourquoi l'amortissement de la dette, c'est considéré comme une opération financière? Pourquoi l'amortissement de la dette est considéré comme une opération financière? Je n'ai pas de main levée. Les chats, je n'ai pas de réponse au niveau du chat. Monsieur, Oui, je vous écoute. monsieur, peut-être Oui, parce que alors, ça a s'il une vous plaît, relation levez avec... la main pour que je puisse voir le nom. Voilà, c'est Dounia. Oui, mademoiselle Dounia. Pardon, elle a quitté la réunion. Allez-y, Non, mademoiselle. monsieur, ce n'est pas... Monsieur, je pense Alors, parce c'est que ça a une Hajar relation Montasser, avec... toujours rien, Hajar. Oui, monsieur. Oui, alors, Monsieur, parce que ça a une relation avec les endettements. l'endettement, c'est en deuxième lieu plutôt. Mais un, c'est parce que c'est une opération financière. Ce n'est pas une opération budgétaire. C'est considéré comme, c'est pas budgétisé, c'est une opération
Une fois qu'on a calculé le déficit, on cherche comment le financer. Donc, c'est une opération financière et effectivement, l'amortissement, il est comptabilisé au niveau des opérations financières parce qu'on s'endette d'abord pour payer notre dette. Est-ce que c'est compris? On fait le tirage, c'est le nouveau endettement, n'est-ce pas? On s'endette et avec cet endettement, on paye c'est-à-dire l'amortissement de la dette. Et ce qui reste est ce que j'appelle un flux net ou un flux net positif ou négatif. Alors, mettez-moi oui ou non. Est-ce que le flux net négatif est une bonne chose? Oui ou non? Non. Amal, non. Barki, non. Donc tout le monde est d'accord. Donc c'est des réponses rapides. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que, alors quelqu'un peut me répondre pourquoi le flux net négatif est mauvais? Oui, Raja? Parce que c'est une mauvaise source de financement. Il faut chercher d'autres sources de financement. Voilà, c'est-à-dire que après avoir emprunté, il faut encore emprunter. C'est ça, hein. C'est-à-dire que l'emprunt n'a pas suffi pour rembourser la dette, et par conséquent, il faut encore trouver d'autres sources de financement. Donc, c'est un mauvais indicateur. Si j'ai un tableau de bord, hein, si j'ai, voilà. Oui, Iman. Excellent, mademoiselle Iman Tofer. Elle m'écrit parce qu'on soit obligé de chercher l'endettement une autre fois. Excellent. Amal Hamouda, elle nous dit, et on ne doit pas rembourser les anciens, donc ça n'a pas suffi pour rembourser les anciennes dettes. Excellent. Oui. Alors, si je reformule maintenant la question autrement. Euh, si j'ai à confectionner un tableau de bord, quels sont les deux indicateurs de mauvaise gestion des finances publiques? Est-ce que vous pouvez me citer deux grands indicateurs qui peuvent me renseigner sur la bonne ou la mauvaise gestion des finances publiques? Oui, Aya, il y a Aya qui est, pardon, je n'ai pas vu la main levée, pardon, excusez-moi. Non, c'est Fadela, Fadela. Oui, mademoiselle Fadela. Oui, monsieur. On peut savoir avec le solde ordinaire quand c'est inférieur à zéro. Est-ce que vous pouvez répéter doucement, s'il vous plaît? Et le premier indicateur, c'est quoi, à votre avis? Solde ordinaire inférieur à zéro. Absolument. Le premier indicateur, c'est le solde ordinaire inférieur à zéro. Le deuxième indicateur, C'est le flux net inférieur à zéro aussi. le flux net négatif. Absolument. Good. Very good. Excellent. Excellent. C'est ça. Si j'ai à confectionner regardez, là, c'est des questions indirectes, hein. Si j'ai à confectionner un tableau de bord, quels sont, à votre avis, les deux meilleurs indicateurs ou là, les meilleurs ratios qui peuvent nous indiquer la mauvaise ou la bonne gestion des finances publiques? Effectivement, vous avez le premier indicateur, c'est le solde ordinaire. Alors, il est négatif. Quand il est négatif, c'est une mauvaise gestion des finances publiques. Et les flux nets, hein, de financement, les flux nets de financement, lorsqu'ils sont négatifs,
c'est aussi une mauvaise gestion. C'est-à-dire que les autorités financières n'ont pas pu négocier comme il faut les sources, voilà, les sources de financement. Bien, excellent. Voilà, j'ai terminé cette partie. Et donc, je vais continuer sur ma lancée. Alors, pour arrêter le partage, alors voilà, le tableau est devant vous. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de la structure juridique de la loi de finances. Alors, bien sûr, ce que j'appellerais la deuxième partie. La deuxième partie, elle s'intéresse essentiellement aux dépenses, que ce soit les dépenses du budget général ou bien les dépenses des segments et les dépenses des comptes spéciaux de trésor. Okay. Alors, au niveau de la structure maintenant, bon, la deuxième partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je le répète, la deuxième partie est une partie qui s'intéresse essentiellement aux dépenses. Les dépenses, que ce soit du budget, ou les dépenses des services de l'État gérés de manière autonome, ou bien les comptes spéciaux de trésor. Alors, il faudrait dire aussi que dans l'annexe, dans les annexes de la loi de finances, la structure juridique, hein, il y a dans les annexes, il y a des tableaux annexés à la loi de finances. Alors là, je cite à titre d'illustration le tableau A. Le tableau A, il concerne essentiellement les recettes. Par contre, le tableau B, il concerne les dépenses de fonctionnement. Le tableau C, c'est les dépenses d'investissement. Et le tableau D, c'est le tableau au titre de la dette avec les commissions. Voilà pour les tableaux annexés à la loi de finances tel que ressort au niveau du bulletin officiel. Pour maintenant la structure comptable. Alors je rappelle, nous avons vu la structure juridique et au niveau de la structure juridique, telle qu'elle ressort au niveau du bulletin officiel, il y a deux parties. La partie donc, je dis la partie juridique où il y a deux parties. Il y a la partie 1 et la partie officiel. Pardon? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a parlé tout de suite. Vous avez dit? La partie qu'on discute, le bulletin officiel. Le bulletin officiel, c'est la première partie, qui est juridique. Oui, oui, monsieur. Oui, oui. Juridique. Et les juridiques, et là où il y a, je dirais, les données générales de l'équilibre financier qui ressortent au niveau du tableau de synthèse. Une fois terminé cela, on discute au niveau de la deuxième partie le détail des dépenses, n'est-ce pas? Le détail des dépenses. Et je vous ai parlé de tableaux annexés à la loi de finances. Le tableau A, B, C, D. OK? Maintenant, si on change de grille de lecture, on parlera de structure comptable. Et au niveau de structure comptable, je reviens
vers les diapos. Vous avez le budget général de l'État, vous avez les services gérés de manière autonome et vous avez les comptes spéciaux du Trésor. C'est ce que vous êtes en train de regarder tout de suite au niveau des diapos. OK. Alors, le budget général. Si j'ai à définir le budget général, je vais le définir oralement, je ne vais pas prendre en considération tout ce qui est écrit, mais je dirais que le budget général est constitué lui-même de deux parties. Il est bipartite. La première partie, elle est constituée des recettes et la deuxième partie, elle est constituée des dépenses. Mais de manière générale, la définition du budget nous dit c'est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État et des autres services que la loi assujettit aux mêmes règles. OK? C'est ça ce que j'appelle un budget général. Mais la définition qui est communément admise, que je vous demande de retenir, je vais essayer de voir ce que le budget, je dirais, c'est les dépenses, c'est les recettes et les dépenses annuelles de l'État qui ne font pas l'objet d'une affectation spéciale prenant la forme, je répète, c'est l'article généralement qui ressort du décret royal du 21 avril 67 et qui va nous dire que le budget, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses annuelles de l'État qui ne font pas l'objet d'une affectation spéciale, prenant la forme d'un segment ou d'un compte spécial de trésor. Je vous demande d'écrire cette définition, s'il vous plaît. Je ne vais pas consigner ici. Donc, le budget, c'est l'ensemble des dépenses et recettes annuelles de l'État qui ne font pas l'objet d'une affectation spéciale, prenant la forme d'un segment ou d'un compte spécial de trésor. Donc ça, c'est une très bonne définition. Le budget, c'est l'ensemble des dépenses et recettes annuelles de l'État qui ne font pas l'objet d'une affectation. Vous soulignez qu'ils ne font pas l'objet d'une affectation, prenant la forme d'un segment ou d'un compte spécial. Alors, il est bipartite puisqu'il y a deux parties. La première, elle va focaliser l'attention sur les ressources, selon la classification administrative, c'est-à-dire vous allez le trouver au niveau du tableau A annexé à la loi de finances. Et la seconde concerne les dépenses qui sont ventilées en dépenses de fonctionnement, le titre 1, dépenses d'investissement, le titre 2, et les dépenses au titre de la dette qu'on appellera titre 3. Attention, les recettes, les ressources en général, qui sont consignées dans le tableau A annexé à la loi de finances. Et puis, vous avez la seconde partie qui concerne les dépenses qui sont ventilées en dépenses. On va les comptabiliser. En dépenses de fonctionnement, c'est le titre 1. En dépenses d'investissement, c'est le titre 2. Et la dette, c'est le titre 3. Alors, les dépenses de fonctionnement, en général, ce sont des dépenses de consommation. Ce sont des dépenses de consommation courantes qui sont nécessaires à la marche des services de l'État. Ça, c'est important. C'est des dépenses du personnel, du matériel et diverses, selon une classification administrative. Et puis, dans les dépenses de fonctionnement, il faudrait ajouter d'autres dépenses. Vous notez avec moi, il n'y a pas que les dépenses du personnel et du matériel et divers, mais il y a aussi ce qu'on appelle les charges communes. Il y a aussi les charges communes et les dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Les dépenses charges communes
et les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles. Je vous demande de retenir cela. Vous avez les dépenses du personnel et du matériel et divers. J'ajoute les dépenses relatives aux charges communes et les dépenses relatives ou les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles. Excusez-moi, bon, je vais m'arrêter à ce niveau-là, c'est-à-dire des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement. Je vais reprendre directement. Je vais vous envoyer le cours, tout le cours, je vais l'envoyer ailleurs. Donc, je vais envoyer tout le cours de l'année, comme ça vous l'aurez sous la main. Et puis, de toute façon, je pense on est très avancé dans le cours. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer directement à l'adresse là où je partage avec vous les documents, c'est-à-dire adresse professionnelle um5r s.tounsi um5r gmail.com, enfin um5r.ac.ma. Alors, je vais l'écrire tout de suite. Tout à l'heure, je vais l'envoyer. Je pense que vous avez cette adresse. S. Allô, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, s.tounsi, S. S minuscule, point tounsi, arrobas, um5, R minuscule, .ac.ma. .ac.ma. Voilà, on s'est arrêté au niveau des dépenses de fonctionnement. Je vais reprendre ça à partir de la prochaine séance.